Yasser Arafat rencontre Roland Dumas, Moubarak à Paris et à Washington, un plan pour la paix, la diplomatie au secours du Proche-Orient. Nouvelle-Calédonie, pour la première fois, le FLNKS organise une manifestation dans les rues de Nouméa. Laurent Fabius à Toulouse, les élections cantonales seront une épreuve difficile pour la majorité. Salon automobile de Genève, on se mobilise autour du pot d'échappement, priorité à la lutte contre la pollution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un Disneyland en Europe. Ce sera en France, très exactement à Marne-la-Vallée, près de Paris, où ça ne sera pas. Les promoteurs du projet ont préféré ce lieu à beaucoup d'autres, comme Barcelone ou Rome. C'est donc une belle victoire pour la France, mais il reste encore à régler les problèmes financiers. Henri Fabre. Il manque un cœur et peut-être même une âme à cette ville nouvelle qui n'en finit pas de ne pas grandir. Cette double transplantation, les Walt Disney Productions pourraient la réussir. C'est à Marne-la-Vallée seulement que les industriels américains semblent avoir découvert les 2 ou 3 000 hectares et les structures de transport nécessaires à leur colossal projet. 1 milliard de dollars d'investissement en vue d'attirer plusieurs millions de visiteurs par an. Le principe du site étant acquis à Marne-la-Vallée, il ne reste plus que des problèmes financiers à résoudre. Mais ils sont, bien entendu, à la taille des 10 000 emplois espérés par un projet sur lequel des agences de publicité, dont Rouk Seguela, viennent d'être consultées. Un peu partout dans la France en crise fleurissent d'autres projets. Les plus sérieux sont Schtroumpfland, 2 000 à 3 000 emplois en Lorraine, et Astérix, 1 millier d'emplois en région parisienne. Nous avons un projet qui représente environ 5% du budget qui a été annoncé pour le parc que Walt Disney pourrait envisager de faire en Europe. Donc c'est un projet peut-être de 500 millions de francs, mais tout à fait inférieur au gigantesque parc de loisirs américain. Mais la grande folie, c'est Aqualand. Le premier modèle, construit il y a 2 ans au Cap d'Agde, a reçu 300 000 visiteurs l'an dernier. Comment cet exemple ne serait-il pas communicatif? On assiste ainsi à l'émergence d'une industrie des jeux, appelée, estiment les responsables de l'aménagement du territoire, à créer à son tour d'autres emplois dans la fabrication de jouets, de vêtements, de vidéocassettes. Des jeux et du travail en somme. Va-t-on vers une paix au Moyen-Orient? On peut sérieusement se poser la question ce soir en regardant l'activité diplomatique qui se déploie en ce moment. Demain, le président égyptien Hosni Moubarak part pour Washington afin de présenter son plan de paix à Ronald Reagan. Auparavant, il passera par Paris pour rencontrer François Mitterrand. Et puis, aujourd'hui, à Tunis, le leader palestinien Yasser Arafat a eu un entretien de plus d'1 heure avec Roland Dumas, le ministre français des Relations extérieures. Le chef de l'OLP a réaffirmé sa volonté de rechercher une solution politique au problème palestinien. Il a déclaré également qu'il déplorait qu'Israël ne réponde pas aux tentatives palestiniennes pour un règlement politique. Au cœur de toute cette activité, bien sûr, il y a la recherche d'une paix au Proche-Orient, une paix qui passe forcément par une solution au problème palestinien. Marc Mémon. Ils étaient 600 000 en 1948 avant la proclamation de l'État d'Israël. Ils sont aujourd'hui plus de 4 millions, les Palestiniens disséminés à travers le monde arabe et surtout dans des camps en Jordanie, au Liban et en Cisjordanie occupés. Malgré les guerres successives, ils sont là, toujours là, en attente d'un État. Aujourd'hui, on n'est peut-être plus si loin d'une solution. En Israël, l'arrivée au gouvernement d'hommes du Parti travailliste, plus enclin au dialogue que ceux du Likoud, l'évolution de l'opinion publique comme de récents sondages le révèlent plus favorable à un règlement de la question palestinienne, semblent laisser un espoir. Du côté des Palestiniens, à leur tête, un chef plutôt modéré. Yasser Arafat exerce un véritable pouvoir charismatique sur son peuple, ce qui rend les dissensions internes à l'OLP tout à fait relatives. Les Occidentaux le savent bien, et c'est peut-être cette chance historique de faire la paix dans cette partie du monde qui ne veulent pas aujourd'hui laisser s'échapper. Une paix globale qui passerait par la naissance d'un État palestinien ici en Cisjordanie. Eric Rouleau, bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, un grand spécialiste des problèmes du Proche-Orient, et vous venez d'écrire ce livre qui s'appelle « Les Palestiniens ».
publié aux éditions La Découverte. Je pense qu'on va pouvoir le voir en gros plan. Le voilà, Les Palestiniens d'Éric Rouleau. Alors, Éric Rouleau, première question. Peut-on vraiment cette fois-ci parler de chance pour la paix au Moyen-Orient? On en a tellement eu des chances comme celle-là, non? Oui et non. Je dis oui, d'abord c'est une chance exceptionnelle, parce que d'abord le climat au Moyen-Orient a beaucoup changé. Du côté israélien, de plus en plus, les Israéliens comprennent qu'il y a un problème palestinien. Souvenez-vous, il y a quelques années, la plupart des Israéliens niaient l'existence d'un peuple palestinien. Aujourd'hui, non seulement on admet cette existence, mais on pense qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et puis l'État d'Israël se débat dans des crises économiques et financières très graves. L'armée israélienne est embourbée au Liban. Bref, les Israéliens, si vous me permettez cette expression, ont par-dessus la tête et souhaiteraient trouver une solution. Donc le climat est, à mon avis, favorable. Du côté palestinien et arabe, eh bien, écoutez, du côté arabe, partout où je vais, parce que je voyage énormément dans le monde arabe, l'État d'Israël est accepté. Et même un homme comme le roi Fahd d'Arabie Saoudite disait l'autre jour au Premier ministre italien, M. Craxi, que si Israël restituait les territoires conquis en 67 aux Arabes, eh bien, lui, il pensait que Israël devrait établir des relations diplomatiques, économiques et commerciales avec l'ensemble du monde arabe. Vous savez, on n'a jamais entendu ces propos-là dans les années précédentes. Il y a vraiment un changement, je dirais, radical. Maintenant, j'en arrive au dernier point qui me paraît le plus important, c'est cette fameuse proposition Arafat et le roi Hussein, en 5 points. Eh bien là, alors là, à mes yeux, c'est un document historique. Parce que c'est la première fois dans l'histoire, et vous savez que ce conflit dure depuis un siècle, qu'un Palestinien de cette envergure, c'est-à-dire le représentant de l'OLP, le chef de l'OLP, parle noir sur blanc d'une paix globale avec l'État d'Israël et de négociations. C'est unique. Est-ce que vous avez le sentiment que les démarches de Hosni Moubarak peuvent être couronnées de succès? Malheureusement pas. Parce que là, j'arrive au non. Parce que je disais qu'il y a une chance pour la paix et puis qu'il n'y en avait pas. Non, parce qu'il y a des obstacles. Les obstacles sont connus. Il y a d'abord, en Israël, il y a un gouvernement qui est virtuellement paralysé. Parce que vous savez, c'est un gouvernement de coalition. Il y a une partie des ministres appartiennent au Parti travailliste, qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont ouverts au dialogue. Monsieur Shimon Peres est le chef du gouvernement. Mais dans quelques mois, c'est un homme du Likoud qui va être... C'est ça, c'est Monsieur Shamir qui va prendre la direction. Mais même aujourd'hui, vous savez que l'accord de coalition stipule que ce gouvernement n'a pas le droit de brader, comme on dit, une partie du territoire occupé par Israël sans l'accord unanime. Donc, en d'autres termes, il y a un veto permanent du parti Likoud. Donc, M. Peres fait de son mieux, parce qu'il a fait des déclarations très encourageantes ces derniers temps, mais il faut quand même savoir qu'il a des limites. Il ne pourra pas, avec ce gouvernement, engager vraiment des négociations qui prévoient la restitution de la quasi-totalité des territoires occupés. Il y a aussi l'obstacle américain. Vous savez, les Américains, depuis 1977, ont pris goût, je dois dire, à monopoliser le jeu diplomatique au Moyen-Orient. Et comme l'accord Arafat-Hussein propose une conférence internationale où serait conclue la paix entre Israël et les Arabes, les Américains ont le sentiment que cela menace un privilège qu'ils ont. Ils préféreraient, eux, mener le jeu seuls. Donc il y a cet obstacle, et c'est pourquoi les Américains ont dit qu'ils n'accepteraient pas cette conférence internationale, mais il y a aussi d'autres raisons. Est-ce que vous avez le sentiment que la France peut vraiment jouer un rôle efficace dans la recherche d'une solution? Mais la France, forcément, devra jouer un rôle important et efficace. Et j'en vois plusieurs raisons. Oui, très brièvement. D'abord, la France a une position unique dans ce conflit, parce que les États-Unis, malgré le fait qu'ils ont de bons rapports avec les pays arabes, avec Israël, et sont perçus par l'ensemble des Arabes, alors modérés, conservateurs, radicaux, etc., comme des gens très partiaux. Et ils sont à la fois juges et partis dans le conflit, et finalement personne ne leur fait confiance. La France a cette situation unique de pouvoir avoir de bonnes relations à la fois, qui a de bonnes relations avec Israël et le monde arabe, et à la confiance de côté. La deuxième raison, et je crois qu'elle est importante, la France, contrairement à l'Amérique, n'a pas des intérêts stratégico-politiques qui passent avant la paix au Moyen-Orient. La France veut vraiment la paix, et c'est la priorité de ce pays. Donc je pense que la France jouera à un moment donné un rôle important, et au sein de l'Europe, parce que la France n'est pas seule dans ces défenses. Éric Rouleau, merci.
Reprise aujourd'hui de la guerre des bombardements entre l'Iran et l'Irak. Plusieurs villes ont été attaquées des deux côtés. À Abadan, l'agence de presse iranienne IRNA fait état de 12 morts. Le Parlement iranien a demandé à l'ayatollah Khomeini de donner l'ordre d'attaquer sur le front. Attentat à la bombe aujourd'hui dans un magasin de Dortmund en Allemagne fédérale. 7 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. L'attentat a été revendiqué par un groupe de la fraction Armée Rouge, le groupe d'action Christian Klar. Christian Klar est actuellement jugé dans l'affaire de l'assassinat de Hans-Martin Schleyer. En Espagne, le chef de la police autonome basque a été assassiné ce matin à Vitoria, dans la province d'Álava. Le colonel Diaz Arcoxa est mort dans l'explosion de sa voiture. Selon la police, le plastique utilisé par les meurtriers est le même que celui qui est généralement utilisé par l'ETA militaire. Le colonel Arcoxa dépendait directement du gouvernement régional et c'est la première fois que la police autonome basque est la cible d'un attentat de ce genre. En Nouvelle-Calédonie, pour la première fois, des militants du FLNKS ont décidé de manifester dans les rues de Nouméa. Cette manifestation vient tout juste de commencer. Le FLNKS organise cette marche afin de protester contre l'incarcération de 80 militants. Par téléphone, une correspondance de Philippe Chaffanjon. Plusieurs centaines de militants kanaks sont en train de se rassembler en ce moment sur la place des Cocotiers, rectangle de verdure au centre de Nouméa, un symbole sous les fenêtres du maire de la ville, Roger Larocque, et de Dick Oukoué, le président du gouvernement territorial. Dans toutes les villes de Brousse et dans la capitale, le FLNKS appelle toutes ses troupes à manifester leur solidarité aux 93 prisonniers kanaks enfermés au camp Est, la prison de Nouméa. Les prisonniers commencent aujourd'hui leur 6e journée de grève de la faim. Ils réclament le statut de prisonniers politiques et l'amélioration de leurs conditions de vie en prison. Sur ce dernier point, Edgar Pisani avait annoncé mardi qu'il appuierait une demande dans ce sens auprès du garde des Sceaux. Dans le même temps, le FLNKS adresse à Edgar Pisani, au gouvernement et au peuple français une lettre ouverte de 3 pages, une lettre qui dénonce les opérations coup de pouce de Thio. Le mouvement kanak affirme notamment que les gendarmes ont commis des vols dans les cases pendant leurs interventions. En Guadeloupe, la présidente du Conseil général, Madame Lucette Michaud-Chevry, a été la cible d'une tentative d'attentat. Un homme a tiré sur elle, heureusement sans l'atteindre. Aucune revendication n'a été pour le moment enregistrée. Élection cantonale, le Premier ministre Laurent Fabius était ce soir à Toulouse. Dans son intervention, il a notamment souligné le danger de l'extrême droite et il a appelé à la mobilisation contre les thèmes développés par Jean-Marie Le Pen. D'autre part, Laurent Fabius n'a pas caché que ces élections seront une épreuve difficile pour la majorité. M'exprimant la semaine dernière à Grenoble, j'ai surpris et même parfois heurté en prévoyant que les élections cantonales risquaient d'être difficiles pour la majorité. Je l'ai dit tout simplement parce que je le crois. C'est qu'il s'agit de renouveler des conseillers généraux qui ont été élus alors que la gauche totalisait près de 55% des voix. Telle n'est évidemment pas la situation aujourd'hui. Et puis, reconnaissons-le, surtout en temps de crise, pour des élections intermédiaires, certains ont tendance à s'abstenir ou à voter contre le pouvoir comme pour se défouler, même si c'est dangereux. Enfin, nous avons engagé une tâche qui demande du temps. Des élections arrivent en cours de route et ce décalage entre les horizons complique les choses. Jacques Toubon, le secrétaire général du RPR, ne pourrait pas sanctionner des responsables locaux qui passeraient des accords avec le Front National. Selon lui, c'est aux comités départementaux de le faire. Jacques Toubon s'est déclaré certain que de tels accords n'auront pas lieu. À l'occasion de ces élections, les observateurs politiques ont pris l'habitude de concentrer leur attention sur certains départements tests.
Exemple, celui de la Gironde. D'abord en raison des personnalités qui s'y présentent, ensuite en raison de l'enjeu politique d'un possible renversement de tendance. Fernand Tavares. Des 4 départements aquitains, c'est celui de la Gironde qui sera le plus suivi dimanche prochain. La présidence du Conseil général est assurée depuis 1976 par le socialiste Philippe Madrelle, également président du Conseil régional. Mais depuis les élections municipales, l'électorat de gauche a plutôt boudé les urnes. Ce comportement s'est reproduit aux élections européennes, tant et si bien que le PS girondin se trouve en perte de vitesse. À tel point que si le phénomène se poursuit, la majorité verra lui échapper au moins 3 cantons et du même coup 2 présidences, celle du Conseil général et du Conseil régional. C'est pourquoi Philippe Madrelle met les bouchées doubles pour tenter d'inverser le courant et faire en sorte que le vent souffle plus fort dans sa voile rose. Les thèmes de sa campagne reposent en majeure partie sur la gestion départementale et régionale des socialistes au pouvoir en Gironde et en Aquitaine. Philippe Madrelle s'explique et tente de convaincre à la fois sur terres urbaines et sur terres rurales où il multiplie les contacts. Pendant ce temps, fort des succès de 83 et 84, Jacques Chaban-Delmas retrouve une seconde jeunesse. Le député maire de Bordeaux, comme au meilleur moment des années 70 et de tous les meetings et de toutes les rencontres. C'est un véritable leader de l'opposition qu'il fait campagne pour les candidats, qu'ils soient de Bédiance RPR ou UDF. Chaban joue et fait jouer à fond la carte de l'union, car il estime qu'une double victoire de ses amis politiques est possible, à condition que tous tiennent un même langage. L'ancien bras droit de Georges Pompidou plaide également pour son projet de nouvelle société, un projet qu'il pourrait relancer en 86 au cas où. Mais pour l'heure, la Gironde politique doit s'en remettre au choix de la Gironde profonde. Car au-delà des cantonales, il s'agira encore d'un triple test, le premier pour l'avenir des socialistes aquitains, le second pour ceux qui ont choisi le label Chaban-Delmas, le troisième pour le destin de l'ancien chef de gouvernement, qui est aussi ami de François Mitterrand. La voiture propre européenne a décidément bien du mal à sortir du garage. Aujourd'hui à Bruxelles, les 10 ministres de l'Environnement ont planché sur le thème « Comment faire pour que toutes nos voitures arrêtent de polluer l'atmosphère ». Après plusieurs heures de discussion, il n'y a toujours pas d'accord. Pierre-Yves Calizot. Difficile pour Huguette Bouchardot qui doit concilier la défense de l'environnement sans mettre en péril l'économie française. Mais elle est fermement soutenue par les Anglais. Plus que le pot catalytique, ils misent sur d'autres technologies moins coûteuses. Et puis aussi les Italiens. Ils se montrent plus souples, songent aussi peut-être à l'avenir de leur industrie automobile. Pour les autres, qui ne construisent pas de voitures, ils comptent les points. Pas de normes strictes en matière d'émissions polluantes, en particulier pour les petites cylindrées, moins de 1400 cm3. Peut-être oui pour les grosses, au-dessus de 2000, rien ne va plus pour les cylindrées moyennes. Un message qui s'adresse aux Allemands qui seraient prêts à envisager un calendrier souple quant aux dates d'application. Il est vrai que les Japonais sont très en avance en matière de pot catalytique. Voilà, en tout cas, cette question semble actuellement mobiliser toute la profession automobile. Témoin le Salon de Genève qui se tient actuellement et qui fait du pot d'échappement l'une de ses attractions. Dominique Champeau. Capitale de la propreté et ville tout à fait clean par vocation, on ne s'étonnera pas que Genève soit cette année la foire d'empoigne de la lutte contre la pollution. En fait, nul n'ignore que les plus belles carrosseries sont ici en Suisse pour donner le change. La vocation presque involontaire de ce salon, c'est en fait la polémique récente née autour de l'essence sans plomb et du pot à catalyseur. Bel exemple d'opportunisme en tout cas de la part des marques, toutes promptes à emboîter le pas aux velléités communautaires. Tant et si bien qu'il en va aujourd'hui du pot d'échappement comme de la lessive. Et si les Allemands polluent déjà moins noir, côté français, Citroën s'active à rechercher les fameux gloutons électroniques qui permettront en quelque sorte de polluer encore plus blanc et beaucoup moins cher. Fortement implantées en Suisse, les marques japonaises font voler leurs jupes. La multiplication des soupapes atteste de l'option performance. Côté nuisance, le pot catalytique est encore à option. Bref, tout change, et s'il y a encore quelques années, l'acheteur s'intéressait surtout aux performances ou à la ligne d'un véhicule, on ne lui reprochera pas maintenant de tourner un peu plus autour du pot. Surprise dans la course Paris-Nice, un jeune franc-comtois de 23 ans, Joël Pellier, vient de se révéler dans la 4e étape. Ce matin, il a gagné en solitaire l'étape en ligne, le voilà, l'étape en ligne qui allait de Donzère à Bedouin. Et cet après-midi, il a terminé 2e de l'épreuve contre la montre par équipe. Joël Pellier s'installe donc en tête du classement général devant son coéquipier
Frédéric Fichot, et le troisième est l'Australien Phil Anderson. Après le sport, je vous propose de jeter un rapide coup d'œil sur la météo financière préparée par Henri Loret, élu par Émilie Rafoul. Finalement, les déclarations de M. Volcker, patron de la Réserve fédérale américaine, ont entraîné une baisse du dollar, baisse moins significative que prévu, d'autant que les banques centrales sont restées discrètes. À Paris, le dollar a coté 10 francs 41. Les professionnels s'attendaient à une séance maussade. Eh bien, malgré l'irrégularité des cours, la tendance à la Bourse de Paris était encore à la hausse. Les valeurs françaises ont gagné 0,30%. À New York, Wall Street s'est méfié des remous monétaires et a perdu du terrain hier. Aujourd'hui, la séance n'a pas été très active. Le Dow Jones à 1274 à 1 heure de la clôture remontait en fin de séance. Et puis une information qui vient de me parvenir, la France vient de renforcer son aide financière à l'Éthiopie pour lutter contre la famine. Cette aide permettra entre autres l'achat de 100 000 tonnes de céréales et des véhicules pour transporter les vivres. Il y avait un quartet aujourd'hui à Enghien qui se disputait dans le prix de Vincennes. La combinaison gagnante, vous la voyez, c'est le 10, le 18, le 15 et le 3. Elle rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 31 146 francs et dans un ordre différent 2 595 francs et le tout bien sûr pour 5 francs. Le temps qu'il fera demain, des brouillards qui s'étendront de la Bretagne au nord-est de la France. Ils seront parfois givrants du sud-ouest à l'Alsace en passant par le centre. Le temps restera instable avec des pluies, des brumes et des nuages sur toutes ces régions. Ailleurs, le temps sera généralement assez ensoleillé. Ce journal est terminé. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Henri Vincenot et ses histoires de train. Demain, nous nous retrouverons à 21h50. En attendant, voici le rappel des titres que nous avons développés ce soir pour vous. À demain, bonsoir. Un Disneyland en Europe, il sera situé à Marne-la-Vallée où il ne sera pas. Arafat rencontre Roland Dumas à Tunis et déclare souhaiter le maintien de la présence française au Proche-Orient. Nouvelle-Calédonie, pour la première fois, le FLNKS organise une manifestation dans les rues de Nouméa. Laurent Fabius à Toulouse, les élections cantonales seront une épreuve difficile pour la majorité.